Dès qu'il y a une prise de risque, j'adore parce que tu vis des trucs exceptionnels. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est pas un client, il passe et il s'en va. Dites-vous que ce client, il est là, c'est notre lingot d'or. On le met dans notre trésor, il vaut de l'or. On s'en fiche d'aller chercher des nouveaux. C'est celui-là. Il faut qu'il l'aime, il soit bon de son expérience, qu'il soit récurrent. Évidemment, le but, c'est que tu sois compétitif. Nous, ils nous remettent en appel d'offres, etc. Ils te challenge, c'est le jeu. J'apprends qu'on passe le million. Genre, je prépare un resto, on avait pris une salle privée et tout. Je leur annonce qu'on a fait le million. J'ai des vidéos, mais de dingue. On criait comme les jeux télévisés. Le million, le million. Deviens visible. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole aux personnes qui ont montré un business visible à la base qui devait être invisible. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Olivier Ramel. Olivier, merci pour l'invitation. Merci à toi. Salut, très content d'être là. Pareil, je pense qu'on va passer un superbe épisode. Olivier, j'ai pour habitude de poser une question. Je dis toujours qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, en tout cas dans notre adolescence, qui fait l'entrepreneur qu'on est aujourd'hui. Est-ce que tu saurais me dire ce qui s'est passé dans ton adolescence? Ça peut être avant ton enfance, mais souvent dans ton adolescence, j'ai pour habitude de remarquer qui fait le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui. Carrément. Il n'y a pas eu un fait qui a tout changé, mais plus une attitude qui s'est construite au fil de l'eau. Très tôt, donc je pense, je dirais, milieu de collège, début de lycée, dans cette période, je me suis beaucoup questionné sur la vie. J'ai eu des parents qui bossaient énormément. Rapidement, à cette époque, je me souviens me dire, mais tu sais, on te pose des questions, qu'est-ce que tu veux faire demain, plus tard? Toi, t'es pas intéressé par une filière. Et je me posais des questions sur la vie, la mort. Mais attends, mais pourquoi bosser? Enfin, pas pourquoi bosser, mais pourquoi on fait tout ça? Et tu sais, prendre un peu de recul dans ton quotidien où tu sais, t'es un peu lobotomisé, t'es drivé, week-end, tu te lèves, tu prends le métro, tu fais ça. Et en fait, je me suis dit, bah moi, en fait, la vie, elle est importante. Ça peut paraître con de dire ça, mais et très tôt, je me suis dit, j'ai envie de la vivre à fond, de faire que cette expérience soit exceptionnelle pour moi. Et donc, comment je peux faire et qu'est-ce qui m'anime? Bah, moi, j'aime bien créer des choses. Donc, très tôt, je me suis dit que ce qui m'anime dès le réveil, c'est en plus du quotidien, c'est d'avoir une idée et créer des sujets. Et du coup, en fait, ça m'a un peu drivé sur une philosophie où du coup j'ai pris soin de moi très tôt, c'est-à-dire je me suis mis une méthode avec des piliers sur, ok, mes 5 piliers c'est la santé, la famille, les amis, le travail, l'amour, il faut qu'ils soient équilibrés, mais très tôt, c'est-à-dire au lycée on se pose pas ces questions, et je me suis mis un système qui m'organise, où je me dis, ok, moi je veux faire une vie de ouf, je dirais jamais, ouais, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est maintenant, faut que je sois à fond. J'ai plein d'ambitions et j'ai envie de faire plein de choses, donc je veux créer, je veux être libre, je veux faire ce que j'ai envie, et la meilleure manière, bah, c'est de créer des choses et donc entreprendre. J'ai pas dit je veux être businessman, je veux entreprendre, c'est j'ai une idée, je veux la créer. Et moi, c'est vraiment ma passion d'amener une idée, d'avoir une idée vraiment au coin du lit et la mettre en exec et de la rendre opérationnelle concrètement. Et c'est encore des choses qui m'excitent, tu vois, aujourd'hui. Et je pense que ce mindset et cette attitude du début, ça m'a vraiment forgé à la manière dont j'entreprends, comment je cale mon équilibre vie perso, vie pro, comment moi je fais toujours des choses qui me plaisent au-delà de l'objectif financier ou autre. C'est est-ce que je suis heureux, ça me plaît, ça m'anime. Et je pense que c'est lié à tout ce que... cette phase où je te dis, je me suis beaucoup questionné et je me suis mis, pas une pression parce que ça m'a jamais angoissé ni quoi que ce soit, c'est plus je me dis, vas-y, let's go quoi. Et donc ce qui fait que je suis hyper positif, hyper optimiste, hyper enthousiaste surtout parce qu'en fait on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de râler, de se laisser aller, d'être dans un univers négatif, tu vois. Et donc c'est vrai que moi quand il y a des problèmes ou des bad news ou autre, j'arrive rapidement à switcher et me dire ok, next, ça veut pas dire que je m'en fous, mais c'est plus... c'est une attitude. Oui. Et du coup, ça m'a drivé en tant qu'entrepreneur et je pense que c'est ma grande force. Ouais. En fait, ouais, c'est plus quoi, le let it be. Enfin, tu n'as pas la main dessus et on y va en fait. On y va. Chose, en fait. On y va. Alors quand même, tu calcules, tu as des plans, mais let's go, on y va. Et moi, je suis plus on va dire un homme d'action dans le sens où on y va, on verra et on monte cette marche et on verra la prochaine. Et ça peut être dur. J'adore, tu vois, être en dehors de ma zone de confort, même si j'aime pas ça. Dès que je suis challengé, dès qu'il y a une prise de risque. J'adore parce qu'en fait, tu vis des trucs exceptionnels et c'est ça qui, en fait, moi, me rend cette liberté et ce côté bonheur. Et du coup, je reviens à mon sujet de je suis en train de faire une expérience incroyable et je kiffe, quoi. T'es l'entrepreneur typique, en fait, qui sort de sa zone de confort. Alors, ça fait combien de temps que t'es entrepreneur? Ça va faire, donc là, j'ai 33 ans aujourd'hui et ça va faire 13 ans. Aujourd'hui ou Non, pas aujourd'hui. En ce moment, j'ai 34. On va chercher un gâteau. Ouais, vous avez pas prévu ça? Non, j'ai 33 et je vais avoir 34 dans un mois. Et ça va faire depuis que j'ai 19 ans, quoi, donc 13-14 ans. Donc j'ai enchaîné des milliards de projets, c'est aussi ça qui m'a drivé. Super, magnifique. On va parler de ton business vraiment. Actuel, c'est Kimono, on est d'accord? Kimono aujourd'hui, c'est mon main job. Ouais. Ok, avant Kimono, tu faisais quoi? Enfin, du coup, tu l'as lancé à 19 ans. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui échouent et qui abandonnent, tu vois. C'est clair. Moi, mon main job, c'est visible aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas facile avant de trouver le bon truc, tu vois. C'est clair. Moi, je dis toujours, quel bonheur d'entreprendre, mais qu'est-ce que c'est dur. Il faut être prêt mentalement et physiquement parce que c'est
Et on le dit pas assez, mais c'est hardcore. Mais par contre, les outcomes humains, émotionnels, et donc du coup d'être vivant, ça n'a pas de prix. Et en plus, si tu réussis bien, bah, c'est un moyen aussi d'être exponentiel dans ta vie. Donc évidemment, bah, j'ai fait mes armes. Et du coup, c'est marrant parce que quand tu te lances pour la première fois, tu penses, tu vois, ma première boîte, je me suis dit, ah bah c'est ma boîte pour les 20 prochaines années, ça va être énorme, je vais y arriver, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que cette boîte, ce moment-là, va juste t'aider, te donner, toi t'aider à te connaître plus, tes forces, tes faiblesses, ton réseau, tes connexions, pour aller à la prochaine aventure. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, bah, Kimono m'amène ou m'amènera à ma prochaine aventure. Et donc, je vois plus du tout un projet comme une finalité. Et donc, du coup, ça veut dire que tu prends beaucoup plus de recul et que bah, tu relâches la pression et que c'est qu'une étape, qu'elle soit entre guillemets bonne ou mauvaise. Et comme on dit souvent, bah, moi je dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et très tôt, j'ai eu cette attitude en me disant, bah, dans tous les cas, j'apprends et on verra. Donc, du coup, écoute, avant d'avoir ma première boîte, donc Kimono, c'est ma 5e boîte. On va dire vraie boîte. Okay. Mais avant, j'ai fait mes armes sur plein de projets. Je te passe les détails, mais il y en a un qui est important, qui a été un peu le déclic. C'est quand j'étais au lycée. Donc moi, j'ai grandi dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, donc à Saint-Cloud, dans un lycée public qui réunissait 3 villes, je crois. Donc on était 1200, 1500. Il y avait un gros sentiment d'appartenance. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, on n'est pas comme aux États-Unis ou en Angleterre, on n'a pas un élément qui nous fédère dans notre lycée. Et donc, du coup, j'ai l'idée de faire le sweat, donc le hoodie sweat à capuche de mon lycée, avec écrit, il s'appelait Lycée Alexandre Dumas, High School, Scenes, machin. Et je me suis dit, ça peut être trop bien. Donc, j'ai cherché un fournisseur, négocié avec la direction, géré la prod, communiquer. On était au tout début de Facebook, donc pas très digital. Donc j'ai dû pitcher dans toutes les classes, faire des bons de commande, etc. Et en fait, ça a été un carton. J'en ai vendu, je crois, 800, tu vois, pour 1200. Donc évidemment, ça te fait en plus un peu d'argent de poche. Ouais. Et c'est là où moi, déclic de vie, je me suis dit, bah c'est simple, je vais faire ça toute ma vie. Non pas à faire des pulls, mais créer des choses. Donc là, c'est le commencement. J'entre en école donc du coup, à cause de ce projet, je redouble ma terminale. Du coup, ça m'a permis de refaire l'opération une deuxième fois. Comme quoi, c'est pas un échec de redoubler. J'étais content. Enfin, j'étais content en ce moment, non. Sûr. Mais j'étais en mode, bon, bah, au final, tu vois, je loupe mon bac à 3 points, enfin, pas à 3 points, 9, 97, 0,3. Et j'avais une école, j'avais tout. Et en fait, le virage de vie, ça a tout changé. Et du coup, c'est ouf comment parfois, un échec ou un coup dur te change tout, mais pour le bien. Et en fait, la vie qui a suivi derrière, mais alors ça se trouve, elle aurait été aussi bien de l'autre côté, mais incroyable. Aujourd'hui, ouais, et je me dis, mais heureusement, et perso pro, donc du coup, exceptionnel. Donc du coup, ça veut dire aussi, quand je me prends une grosse bad news ou un gros coup dur, je me dis, bon, bah, c'est le jeu, c'est la vie, voilà, parfois t'es responsable, parfois non. Et bah, ça veut dire que ça va te permettre de prendre la hauteur, de te remettre en question et donc aller chercher autre chose. Bref, du coup, j'entre en école de commerce, je fais plein de projets et j'apprends à me connaître aussi. Donc j'apprends que le commercial, le sales, j'adore et que je suis bon là-dedans. J'apprends que la communication, le storytelling et l'image de marque, ça me plaît et j'aime et je suis bon. Et donc du coup, j'avance dans une première boîte. Donc première boîte, c'était une boisson relaxante. C'était l'inverse du Red Bull, donc une boisson rafraîchissante qui te permet de t'apaiser. C'était le début de la tendance du bien-être. Et quand je vois aujourd'hui tous les sujets wellness, longévité, je pense que le timing, en fait, il est maintenant. Donc on lance cette boîte, on la crée en France, etc. Elle dure 1 an et demi. On la revend à un gros industriel portugais qui était en avance sur les boissons un peu naturelles, eau de coco, jus de fruits. C'était vraiment, tu sais, la tendance innocente avec les smoothies, les jus. Et ça n'existait pas en France, donc on a été les premiers, même en Europe, à sortir une boisson relaxante. Donc c'est vraiment une sorte de tisane rafraîchissante. Donc on fait une super marque, une super com. Sauf qu'évidemment, l'opportunité est arrivée assez rapidement et nous, on a lâché, enfin, on a cédé parce que lancer une marque de boissons dans une industrie où il faut des millions en budget marketing, etc., on s'est vite rendu compte que ça allait être dur. Donc, du coup, heureusement, on a vendu la marque et la recette, etc. Ça, c'est première expérience. Donc là, je suis en 3e année à ce moment-là d'école. Ensuite, j'enchaîne sur une autre aventure. Bon, ça va être assez fluide, mais en gros, une deuxième, on a créé des corners dans les centres commerciaux, les écoles et les gares, de salade de fruits frais, jus de légumes, healthy, etc. Donc un corner avec tout un concept. Donc cette boîte a mergé, a fusionné avec la 3e. Donc c'est devenu d'une boîte étudiante à une boîte beaucoup plus sérieuse avec 30 employés, un nouvel associé. Je suis passé d'associé avec des potes à un inconnu, beaucoup plus âgé que moi, qui a mis beaucoup. Et donc du coup, là je commence à gérer une boîte opérationnelle parce que c'est du pur, il n'y a pas de digital, c'était du pur retail en fait, consommation, F&B. Et du coup, là j'ai appris le dur. C'était physique. F&B, food and beverage. Ouais, food and beverage. Donc la boisson, j'apprends le sales, la communication. Cette boîte, j'apprends la gestion humaine, RH, compta, admin, finance, tous les sujets liés à les métiers de restauration et les problèmes qui vont avec. Et vraiment le dur parce qu'on était nous-mêmes opérationnels. Donc on se levait à 5h du mat, on faisait la tournée de nos fournisseurs, c'était en l'occurrence des marchés ou Rungis. On livrait tous les points de vente. Je livrais moi-même les points de vente et j'en tenais un moi aussi parce qu'on avait trop de demandes, trop de flux. Le soir, ramassage, collecte, nettoyage, je finissais à 23h. Ça pendant 1 an ou 2. Et toutes les galères qui vont avec. T'as ton camion, il tombe en panne, enfin des trucs. Et ça m'a appris je suis content d'avoir fait cette expérience, ça m'a appris le dur de l'entrepreneuriat, de la petite entreprise. Logistique, opérationnelle, portée, physique, etc. Donc là, vraiment, ça m'a forgé. J'ai fait plein d'erreurs, je pense,
d'admin. Moi, j'étais pas un expert de la compta. Alors, on peut se dire, on apprend ça à l'école, mais comme tu l'as compris, j'avais d'autres. C'est dur, ouais. Et c'est dur tu vois, maintenant que je me dis, quand j'étais à l'école, les cours de compta, en fait, tu te dis, mais putain, j'aurais dû plus écouter, c'est obligatoire pour tout comprendre. On ne sait pas, en fait, à l'époque. On ne sait pas. Ils te le disent, ouais, voilà, bilan. Mais 512, machin, pourquoi on le joue comptable, pas exactement. Oui. Alors qu'en fait, c'est tellement important. Bien sûr. Mais voilà, donc moi, j'étais attiré par mes projets. Donc à l'école, je m'ennuyais. Donc moi, j'étais toujours sur mes projets. Donc, voilà, donc ça m'a bien marqué. Et ensuite, avant Kimono, il y a eu une petite. Dans toute cette période, j'ai eu une agence événementielle où en fait, on a créé le premier concept en France de, comment on appelle ça, de matinée festive, qui était en fait, le but c'était de faire la fête en semaine, le mercredi matin, sans alcool, avant d'aller au bureau. Donc en gros, c'était, tu viens faire un cours de yoga. 2013, 2015, entre 2013 et 2015. Je te laisse finir, je vais te raconter une anecdote et tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Ok, ça s'appelait WakaTP. On faisait cours de yoga, donc entre 6 et 7 heures, je crois, ou 5-6 heures. Petit déjeuner bien-être, avec plein de partenaires, et ensuite, fête. Tu te réveilles le corps, tu danses, pas d'alcool, tu vas au bureau, t'es un soleil. En gros, c'était aussi pour contrer la vie sociale, les morning routines, etc. Et ça a cartonné. On a eu une presse de malade, on est passé sur M6, on a fait la couverture de 20 minutes. Bon bref, donc ça c'était à côté. Et voilà, donc toutes ces boîtes en parallèle jusqu'à Kimono. C'est rigolo, tu dis ça parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle tendance. Complètement. Tu vas dans les boulangeries, en fait, tu passes dans des boulangeries, dans des cafés, tu vois les gens faire la fête dès le matin. Complet. Et t'étais un peu avant-gardiste en fait à faire ça. Mais non, mais c'est clair. Et pareil, je te dis, je pense que pareil, ce concept, tu le fais aujourd'hui, tu rajoutes un running club, un effort physique, ça cartonnerait. Et en ce moment, t'as raison, on voit beaucoup de fêtes un peu partout. Et je me dis, mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme quoi, tu vois, l'entrepreneuriat, ton projet, on dit toujours, enfin, moi je dis toujours, il suffit pas de la bonne idée. Déjà, c'est l'équipe qui exécute, mais surtout le timing. Et le timing, parfois, tu le prévois pas et c'est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on parle d'IA, de malade, mais en fait, il y a de l'IA depuis bien longtemps sur nos sujets. Et c'est juste qu'on l'avait pas matérialisé. Alors, la technologie avance aussi. Mais j'avoue, à ce moment-là, si on le lançait aujourd'hui, mais ce serait un truc de malade. Et moi, je suis à fond en plus. Moi, j'ai toujours été attiré. Tu vois, si on fait le lien avec ta première question sur qu'est-ce qui, moi, m'a construit en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, bizarrement ou pas, tous mes business ont été liés d'une manière ou d'une autre au bien-être personnel ou d'une communauté. Et avec Kimono, au final, on y touche d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ça revient à mon côté de le bonheur, l'épanouissement, vivre à fond, prendre plaisir, tu vois, être heureux au maximum et rendre les gens heureux. En tout cas, vivre à fond, quoi, vivre ta vie pleinement. Et du coup, j'ai toujours été attiré par les secteurs du bien-être. Et aujourd'hui, en ce moment, quand tu vois tous les sujets de longévité, moi, je suis à fond là-dedans. Tu vois, j'ai un programme personnel, je m'intéresse aux initiatives. Et je suis sûr que, tu vois, dans mes prochains chapitres, j'aurai des business sur ces sujets parce que là, ça bouge, ça m'intéresse énormément. Et voilà, donc du coup, tout est un peu lié, quoi. Et justement, comment tu switches de cette boîte événementielle? Enfin, tu l'as vendue Ouais, on a donc la boîte, en gros, la boîte de F&B, en fait, c'était une boîte, puis elle en est devenue une autre. Et la boîte événementielle est en parallèle. La boîte F&B, je vends mes parts au bout de 3 ans parce qu'en fait, je me rends compte que ça ne m'intéresse plus. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai besoin d'être animé par le projet. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai un peu comme, je sais pas si tu as vu Forrest Gump, quand il s'arrête de courir et il dit... en fait, j'ai plus envie, j'arrête. Moi, c'était pareil dans cette boîte. J'ai dit, ah, mais en fait, j'aime plus. Et mon leitmotiv du début, c'était d'aimer. Donc, rapidement, je processe le truc, j'en parle à mon associé, on trouve un deal ensemble où je quitte l'opérationnel, il me rachète mes parts. Fin de l'histoire. Lui, il a continué l'aventure. Et sur l'agence événementielle, on a vendu le concept à une chaîne télé qui, à l'époque, je sais plus si elle existe encore, Trace TV. Je sais pas si ça te parle. Existe encore. Et donc, du coup, on a fait un deal avec eux. Ils ont exploité le concept. Et après, ça s'est tué. On a arrêté le truc. Et voilà. Et donc, Kimono, aujourd'hui, c'est quoi le business model? Comment tu te dis, OK, ça n'a rien à voir en fait, avec la boîte de F&B? Comment tu passes à... Donc, je quitte cette boîte pour la première fois de ma vie. Donc là, je suis diplômé entre-temps, etc. Et je me dis, c'est la première fois de ma vie où j'ai une pause. Et je me dis, elle a duré pas longtemps, elle a duré 3 semaines. Mais vraiment pas longtemps. Et je me dis, tous mes potes ont trouvé un job boss. Donc, est-ce qu'il faut que je trouve un travail? Peut-être, il faut que je me fasse une raison. Est-ce que je vais voyager pour m'inspirer? Ou est-ce que j'ai une autre idée? Donc, j'ai fait quelques stages quand même dans des boîtes. Et pour connaître et pour comprendre, notamment chez Philips en 3e année et dans une start-up en première année. Et je vois des fiches de poste. Et rien que voir le fait que c'est limité, ça m'angoissait direct. Donc je dis, OK, en fait, on va oublier, ça c'est pas pour moi. Et ensuite, je me dis, est-ce que je veux voyager pour m'inspirer? J'étais pas dans le mood, j'ai pas spécialement les moyens pour, etc. Donc je me dis, trouver une bonne idée. Et à ce moment-là, on était au prime de The Family. Donc, je sais pas si tu te souviens, donc The Family, le grand accélérateur. Et à l'époque, c'était les numéros 1 sur l'écosystème entrepreneurial. Donc, il n'y avait pas de podcast comme ça. C'était eux qui faisaient beaucoup de conférences, ils invitaient beaucoup d'entrepreneurs. Il y avait la crème de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai été un enfant de The Family sur la formation, sur l'attitude. Et ils amenaient quelque chose des États-Unis que faisait Y Combinator.
Et je trouvais qu'ils étaient très bons. Et moi, ils avaient un petit côté pirate que j'adore, plutôt qu'à l'époque, l'entrepreneuriat, c'était très institutionnel. Je me souviens, c'était très politique. C'était le début de la BPI, etc. Et je me retrouvais pas forcément là-dedans. Donc, moi, du coup, j'ai été bercé à tout ça. Et un jour, donc, dans ce moment-là, je me dis, mais ce serait génial de faire quelque chose avec eux, en fait. Je sais pas quoi, mais il faut que je les rencontre. Donc, j'écris un message à la CEO qui est Alice Aguirre. Oui. Je me souviens de ce message, je me présente, je la connaissais pas trop, tu vois. Elle me dit, ah, ok, trop cool, viens, on se prend un café demain 11h. Donc, je fais, ok, j'y vais. Et Kimono est né dans cette discussion, en fait. Ok. Et c'est fou parce qu'en fait, et ça, pareil aussi, tu vois, quand tu te lances, quand tu as envie d'entreprendre, tu penses toujours que ça va venir en regardant des vidéos, en restant sur ton canapé. Mais en fait, c'est en étant dans l'action, rencontrant, parler. Et encore une fois, c'est de la prise de risque, c'est de la zone de confort. Tu sors de ta zone de confort et 80% des gens n'aiment pas ça. Et si tu te pousses un peu plus, c'est là où toutes les opportunités arrivent. Il n'y a pas de débat et moi, j'ai 1000 exemples. Je fais un aparté juste. Ce que je retiens, exemple numéro 1, en fait, l'audace et le réseau. En fait, quand tu restes chez toi et que quand tu ne demandes pas, t'as pas. Olivier, ce qu'il a fait, il a demandé, il est allé, il a pris le risque de pouvoir échanger, donc ça aboutit sur un projet. Donc voilà, note-le dans ton business. Clairement, il faut se servir en fait. Personne ne le fera pour toi et rien ne va te tomber du ciel et tu n'es la priorité de personne. Donc c'est toi et tes envies. Ah, mais c'est drôle que tu dis ça, c'est une phrase que je dis dans mon livre que je sors, c'est crois en toi, personne ne fera à ta place. Mais c'est clair. Et encore aujourd'hui, tu vois, tu peux te dire, et on en parlera, tu vois, donc là, Kimono à 8 ans, et je pourrais me dire, tu vois, moi j'ai des phases d'analyse et tout, je pourrais dire, mais là en fait c'est bon, tout va bien, je suis nickel, et rentrer dans ta zone de confort. Et c'est là où en fait où tout s'arrête. Et en fait, même aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je suis seul et on va y arriver et tu suis tes envies. Et donc, bref, j'ai cette discussion avec Alice. Elle me dit, on parle entrepreneuriat, je parle de mes projets, comme on a fait un peu tout à l'heure, et je parle de mon projet des pulls au lycée. Et elle tique, elle me dit ah mais c'est marrant que tu dis ça parce que toutes mes boîtes de mon portefeuille, ils avaient 200 boîtes à l'époque, m'appellent quotidiennement pour me dire tu connais un fournisseur qui fait des vêtements un peu brandés, un peu sympa, pas cheap, pas du goodies. Et moi je lui dis ah c'est vrai, j'ai remarqué les gens, il y a une trend et moi je connais un mec qui a une usine, il est expert dans ce métier et c'est le meilleur pote de mon frère donc on a quelque chose. Et là elle me dit viens on monte une boîte ensemble. Okay. Et là je fais go, le rêve tu vois. Okay. Et elle me dit viens let's go. Et donc du coup on se parle une semaine, on se met d'accord sur le deal. Et en fait, du coup, on a monté la boîte ensemble. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ton associé, en fait, Alice. Ouais, exactement. Enfin, The Family, du coup. Ouais, ok. Et alors, c'est... Oussama aussi, du coup Ouais, mais alors, à l'époque, oui. Aujourd'hui, non, parce qu'il a été sorti de The Family. À l'époque, Oussama, Nicolas et leurs 40 team members, c'était mes associés. Donc, j'étais dans les bureaux. J'ai vécu toutes leurs grandes années. C'était l'âge d'or de l'entrepreneuriat français. C'était fou. Donc j'avais mes bureaux là-bas, donc évidemment ça m'a poussé, ça m'a drivé, ils m'ont énormément aidé. C'était des sleeping founders parce que c'est moi qui drive, c'est moi qui porte et où tu vois aujourd'hui, enfin même depuis 5 ans, il n'y a plus de lien particulier, on est très proches mais ils bossent pas tu vois sur le sujet, ils peuvent aider, ils sont dispo évidemment. Mais voilà, donc on lance avec aussi Hugo, donc du coup qui était le 3e associé mais qui était aussi sleeping et qui était le fournisseur. Donc on se met d'accord très vite, moi je me dis ok let's go. Et Kimono pour répondre à ta question, donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc nous on est une boîte B2B où on dit qu'on est des culture designers. C'est un terme que j'invente à ce moment-là, où je me dis, mais moi, je veux pas juste faire des vêtements. J'ai compris qu'il y a une opportunité de marché, on va le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture des entreprises. Personne ne sait la définir, tout le monde sait que c'est important. Donc oui, tous les dirigeants savent que ma culture, elle est clé. Et tu me parlais tout à l'heure du why, des missions. Ouais. Ta culture, c'est la colonne vertébrale de ta boîte, c'est ta raison d'être, ton système de valeurs, ton identité, tes rituels. Et c'est ce qui va rythmer une entreprise. Et donc nous, on est devenus des experts et des fervents défenseurs de ce sujet. Et donc à ce moment-là, je dis, on va designer la culture des boîtes. Et ton métier, c'est de faire du storytelling. Moi, je vais pas dire c'est mon métier, mais pareil. Et donc il fallait que je trouve une histoire cohérente pour le développement de mes activités. Okay. Donc on lance le merchandising, qui est la partie vêtements et objets, mais direct je dis, ah non mais les gars, on n'est pas un fournisseur textile, on est un culture designer, on est le magasin de la culture, et vous verrez demain, on fera plein d'autres choses. Donc à ce moment-là, on se lance, mars 2017, et au fil des années, donc je te dis, on a 8 ans, on a lancé une deuxième offre qui est de l'aménagement de bureaux. Donc après avoir habillé les équipes, on habille les murs, donc on fait de l'aménagement d'espace. Là, on est en train, par exemple, de refaire tous les bureaux de Combini qui sort quand le podcast sortira. Ils sont déjà sortis, donc on a livré tous leurs bureaux. Donc on a une casquette d'architecte. On a une branche de conseil en culture, puisque évidemment on est devenus des experts sur ce sujet. On a théorisé une méthode, donc on conseille beaucoup de dirigeants et des RH, et on est vraiment calé sur le sujet. Et je pense qu'on a été les premiers ambassadeurs en France à vraiment essayer de démocratiser ce sujet, qui est pas sexy, que tout le monde place en nice to have, alors que c'est la prio de ta boîte. Et nous on se tue à dire que oui, il y a ton business, évidemment, c'est la cash is king, mais l'équipe est clé et il n'y a pas qu'une bonne idée, il n'y a ni un bon produit ni un bon service, il n'y a qu'une bonne équipe et c'est la culture qui te le permet. Et du coup, de là, on découle du coup cette mission de conseil. Et le Covid a accéléré l'éducation, la prise de conscience des entreprises parce qu'ils se sont rendus compte quand le business est mort, qu'est-ce qui reste? C'est les gens. Et comment tu drives les gens? C'est ta culture.
Et donc, quatrième verticale, c'est l'événementiel. Et on a sorti en 2021 une offre d'événementiel, donc parce qu'il faut faire vivre sa culture. Donc, c'est organisation de séminaires, de soirées, de voyages, tous les événements internes qu'une boîte a pour ses équipes ou pour ses clients. Et donc, cette BU, c'est la dernière, mais elle a explosé, puisqu'on a pris grosse part de marché. Le merchandising reste la première, et l'événementiel est passé deuxième. Donc, t'as quoi? T'as le merchandising, prestataire de vêtements, Voilà. objets personnalisés, Ok, l'aménagement de deux. bureau, office Ok. design. Ensuite, culture design, donc l'offre de conseil, Ok. et l'offre événementielle, organisation de séminaires. Et donc, Et avec tu ces quatre... proposes les 4 options, enfin tu proposes Ouais. 4 en non ou En fait, il peut piquer, c'est si pick tu veux. and choose. Ok. Donc en fait, un client va nous dire ah moi j'ai besoin d'un événement, mais peut-être qu'en fait il a besoin de vêtements aussi. Ah j'ai besoin que vous fassiez mes Très bureaux, smart, mais écosystème. peut-être. Ok. Et du coup un écosystème. Ouais. Et du coup le panier moyen par client augmente naturellement. Bien Parce sûr. que tu fais de l'acquisition, c'est encore le merchandising qui est le gros du produit parce qu'on est connu pour ça. Ouais. Donc c'est une superbe acquisition pour demain vendre des événements, etc. Donc ton panier moyen augmente, ton acquisition client du coup est gratuite après, et tu crées une galaxie de business. Et tout ça sous le chapeau de la culture. Et donc du coup c'est là où nous ça a été notre vision, on n'a rien lâché. Aujourd'hui on est connu pour ça et on nous dit ah mais c'est génial, mais je me suis battu pour ça parce que les 2-3 premières années ils me disaient mais c'est que du marketing, la culture, vous vendez des vêtements. On me disait toujours ça, je dis bah non en fait, vous verrez, demain on va vraiment concevoir la culture des boîtes. Et c'est ce qu'on fait, et parfois il y a des clients qui nous prennent tout, alors soit en même temps, soit en différé. Il y a beaucoup de récurrence clients aussi, on accompagne les boîtes, tu vois par exemple Alan, que tout le monde connaît normalement dans l'audience, grosse start-up française mutuelle. Ça a été un de nos premiers clients, ils étaient encore 12 à l'époque, on leur avait fait toute leur tenue. On les a accompagnés. Je suis client chez eux en plus. C'est vrai. Ouais. Moi aussi. Ils sont bons. Ouais. On a fait toute leur tenue jusqu'à aujourd'hui. On leur a fait leurs événements. Donc c'est un client qu'on a accompagné, qui est devenu un gros client pour nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc on a plein d'histoires comme ça. On a 10 000 clients B2B aujourd'hui, partout en Europe. Donc ça commence à faire beaucoup. Et autant du CAC 40, des startups, des PME, tout type de boîtes au final. Il y a pas, nous on accepte tout le monde dans le sens, il y a pas de petits clients parce que comme je te dis, le petit deviendra un gros demain. Donc on accompagne, on met la même énergie. Donc si les personnes qui nous entendent ont envie de faire 5 t-shirts, vous êtes les bienvenus. Le lien est juste ici. Et donc voilà, et donc du coup, voilà, on est à fond sur l'expérience client. Et aujourd'hui, là, tu vois, on est une petite cinquantaine entre Paris et Bordeaux. Magnifique. Ça me vient la leçon numéro 2, ce que je disais en fait. La plupart des personnes recherchent des nouveaux clients. Alors, au lieu de rechercher des nouveaux clients, concentre-toi sur le client que tu as et crée un écosystème où tu peux développer un repeat. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est tu rentres peut-être par la phase design, je veux des vêtements. Après, tu pars sur la culture d'entreprise. Après, tu peux partir sur l'événementiel. Après, tu peux partir sur les bureaux. Donc, tu vois, en fait, le client, une fois qu'il rentre dans l'écosystème, il ne part pas. Et c'est ça ce que tu dois faire dans ton business pour augmenter ton panier moyen, pour augmenter ton chiffre d'affaires, pour augmenter en fait ton EBE. Et c'est exactement ce que vous avez fait. C'est superbe. Merci, c'est gentil. Et t'as tout dit. Et c'est bien de le mentionner parce que moi, ce que je dis à mes équipes, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte à quel point le client, c'est pas un client, il passe et il s'en va. C'est, j'aime bien l'image du lingot d'or. Je leur dis, mais un lingot d'or, c'est précieux. On en veut tous un. Ouais. Dites-vous que ce client, il est là, c'est notre lingot d'or. On le met dans notre trésor. Il vaut de l'or et on s'en fiche d'aller chercher des nouveaux. C'est celui-là. Il faut qu'il soit bon de son expérience, qu'il soit récurrent. Et justement, l'idée, c'est ce que toutes les grosses agences ont réussi. C'est justement, tu rentres, tu crées une galaxie et tu lui apportes différents besoins. Tu prends des briefs et tu l'accompagnes. Et eux, ils adorent avoir un prestataire. Évidemment, le but, c'est que tu sois compétitif. Ils nous remettent en appel d'offres, etc. Ils te challenge. C'est le but, c'est le jeu. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il faut se concentrer et on pense toujours quand il est closé, allez hop, ça c'est fait, next. Évidemment, tu peux faire l'acquisition, mais la réalité, et encore plus dans un monde économique dur en ce moment, que toutes les entreprises vivent, et c'est précieux. C'est le plus dur. Donc profitez-en, poncez-le, soyez. Enfin voilà quoi, c'est un bijou. Tu as lancé Kimono, combien de temps tu as mis pour en vivre ? Moi, j'ai une cible d'entrepreneurs qui veulent se lancer, ou en tout cas qui se lancent. Et c'est souvent une question qui arrive. Je lance mon entreprise aujourd'hui. Combien de temps, toi, tu en as mis pour en vivre, en fait, pour te rémunérer ? Et aussi, il y a cette fameuse question que je vais te poser. Aujourd'hui, vous faites combien de chiffre d'affaires ? On fait entre 10 et 12 millions, on va peut-être faire 15 cette année. Deuxième question, ça me passionne. Comment tu as fait pour aller chercher tes 100 premiers 1000 euros, tu vois ? Et troisième, comment tu as fait pour aller chercher le million d'euros ? Du coup, à partir de quel moment j'ai pu en vivre ? Day one. Et mon conseil, c'est aujourd'hui, alors parce que pareil, j'ai fait mes armes avant. Les autres, j'ai mis du temps à en vivre. Les autres business dont je te parlais, parce que j'investissais tout, c'est pas grave, on y va, etc. Alors j'étais aussi plus jeune, mais même au début de Kimono, j'étais jeune, j'avais 24-25 ans. Kimono, day one, parce qu'on a un business qui a été rentable day one, parce que on n'a pas de stock, on encaisse à la commande, puis on produit, donc ce qui fait qu'on a un BFR négatif, donc on avait toujours un peu de cash et de la trésor, donc on a grandi vite. Et day one, et je le referai toujours comme ça, c'est-à-dire si demain je dois relancer un business et je peux pas me payer, c'est qu'il y a un problème. Sauf si, parce que t'as pas lancé, il y a un temps de développement, t'es pas live, mais du moment où tu vends, tu dois en vivre. Sinon, tu as un problème d'échelle et tu vas toujours te mettre en second plan et c'est pas sain. Et moi, je le vois, un entrepreneur, on l'a dit, c'est très difficile. Ça te prend
toute ta vie. Et donc, si c'est pour en souffrir encore plus, ça n'a pas de prix, il faut être confortable. Ça veut pas dire gagner des 1000 et des 100, mais au moins le minimum vital, ou en tout cas pour être bien, tu vois, d'avoir un bon chez soi, de pouvoir te faire des kiffs. Moi, j'ai jamais, tu vois, je suis toujours parti aux vacances autant qu'avant. C'est-à-dire, c'est tout aussi important que le boulot. Et du coup, faut avoir les moyens. Donc, kimono, day one. Et voilà, on a réussi. Mais vraiment, moi, c'est un conseil que je donne, il le faut, quoi. Et c'est obligatoire. Alors, pareil, ça dépend des industries, etc. Mais voilà, donc j'ai réussi day one, mais les autres boîtes, un peu plus tard. Mais si on prend kimono en ref, day one. Ok. Deuxième, comment on a fait 100 000 euros? Day one. Day one. Et le premier million, day one. On est une licorne, les gars. Et en fait, moi, comme je te disais, je suis un passionné de communication. Et en gros, on a fait une OP de com au lancement. Et moi, je suis un passionné de créer des OP de com. Et les gens qui me connaissent dans mon entourage savent que j'adore faire du teasing, faire monter la sauce, annoncer quelque chose, et boum. Et donc, du coup, je suis devenu assez bon là-dedans. Et pour Kimono, on a lancé une OP qui nous a clairement aidé à faire les 100. Enfin, je vois 2 OP. La première, c'est personne nous connaît, on arrive. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 10 startups du moment, parce qu'au début, c'était notre écosystème. On s'est dit, on habille des startups. On s'appelait même, avant Culture Designer, Startup Outfit. Et j'ai dit, je vais prendre les 10 meilleurs. Je vais écrire aux 10 CEO, ou filles ou garçons, peu importe. Je vais leur faire une prod gratuite. Je leur ai offert. Je leur ai écrit, je leur ai dit, ouais, salut, est-ce que je peux t'offrir un produit de ta boîte? Évidemment, tout le monde dit oui. Est-ce que la seule contrepartie que je te demande, c'est que tu m'accordes 10 minutes, je viens dans tes bureaux, je te shoot avec, et tu m'autorises à la poster? Tout le monde a dit oui, ça fait de la com, ça fait de la visibilité. Et donc, du coup, quand on a lancé, on a dit bonjour, on est Kimono, landing page, t'as les 10 meilleures boîtes avec les 10 CEO déjà brandés. Donc, en fait, tout le monde s'est dit, ah ouais, il me faut, pourquoi moi je suis pas dedans? Exactement. Et c'est un peu le starter pack. Et du coup, la première semaine, on a reçu 500 demandes de devis. Et je te jure, j'étais le seul, j'étais le premier sales, j'ai pris la foudre. Et depuis ce jour-là, ça s'est jamais arrêté. Donc, on a vraiment aussi été un bon momentum de marché. Et donc, les 100 000 euros ont été faits en 2-3 mois. Allez, je sais plus, je crois qu'on a fait 20, 40, 2-3 mois, je pense. Et ça s'est jamais arrêté. Pendant 2-3 ans, masterclass. On a doublé. Là, on est dans une masterclass, les gars, vraiment. On a doublé à chaque fois. Donc, et du coup, c'était le début du sales B2B, nouvelle génération avec les mails automatisés, personnalisés. Donc, machine de guerre sales, customer journey, expérience client. Et il y avait un besoin. Donc, vraiment, full com. Et tu vois, budget. Ça m'a coûté mes 10 pièces, un photographe sur 2 jours, donc je sais pas, 2-3 000 euros au total, et let's go, quoi. Donc ça, c'est comment on a fait le premier 100 000. Ce qui a aidé aussi, pareil, j'avais lu ça, c'était les fondateurs d'Airbnb qui avaient fait ça, comment eux ont cartonné. Ils se rendaient compte au début que c'était leurs usagers qui prenaient les photos, et elles étaient moches parce que c'est pas leur métier. Et du coup, ce qu'ils faisaient au début, c'est qu'ils offraient un shooting pro, des appartements disponibles à tout le monde. Donc, ce qui fait que du coup, l'appart, il te donne envie. Et du coup, forcément, t'as envie de le louer. Et du coup, moi, je me suis dit, mais ouais, on va offrir un shooting à nos clients quand ils sont livrés. Shooting d'équipe. Je crois Welcome to Jungle existait, mais pas trop. Enfin, c'était le début. J'ai dit, on va leur offrir un shooting d'équipe, shooting individuel brandé, sur une demi-journée, 2 heures, etc. Donc, c'est gratuit pour toi, sur les beaux noms. Enfin, voilà, on ciblait un peu quand même. Et du coup, on va s'en servir, nous, on va communiquer, parce que notre meilleur com, c'est les autres. C'est parler des autres. En B2B, ta seule com, c'est de montrer des cas des clients. C'est pas toi, c'est tes cas. Et donc, je me suis dit, je vais montrer qu'on a fait ci, ça, et pour X et Y. Et surtout, eux, on leur file le contenu. Et eux, ils vont être hyper fiers de poster leurs photos. Regardez comment on est beau, on est brandé. Ils vont le mettre sur LinkedIn, en Indiv, etc. Du coup, qu'est-ce que les gens se disent dans l'écosystème? Ils disent, moi aussi, je veux être comme ça. Moi aussi, je veux avoir une unité, créer ce sentiment d'appartenance et être fier de ma boîte. Et je te dis, on était encore à une époque de marché où c'était le début de la mode. C'était pas aujourd'hui, c'est ouf. Et je pense qu'on a contribué à ça. C'est que tu crées une boîte, c'est presque l'élément de base. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et du coup, on fait cette OP, on a des grosses boîtes qu'on shoot, qu'on communique à fond, et ça a aidé énormément au business. Et donc je pense que ça a contribué aussi aux 100 000. Et c'est dingue ce que tu dis, parce qu'il y a une statistique, je la sors souvent, c'est l'INSEE qui disait que 90% des recommandations d'un freelance venaient de par le bouche à oreille, et 20% des recommandations d'une boîte qui fait plus de 10 millions d'euros vient par le bouche à oreille. Donc vous êtes à 30%, c'est énorme. Ouais, et non, c'est gros, et je te parle même pas du pourcentage de clients contents. On a de la récurrence qu'on a. On a 99% des clients contents. On a 0,8 je crois de SAV ou autre. Tous les clients contents en parlent. Toutes les personnes, c'est-à-dire on a parlé à une fille qui a géré notre commande, elle travaille chez Google, elle s'appelle Julie. Julie quitte Google, elle va chez Microsoft. Hop, elle dit le nouveau prestataire c'est Kimono. Donc nous on suit aussi les personnes et du coup ça nous fait des nouveaux clients un peu comme ça parce que ils aiment l'expérience. Et moi j'ai toujours été voire très exigeant sur les détails de l'expérience. Et on a dit c'est le lingot d'or, faut le choyer. Donc dès l'entrée du canal, que ce soit bouche à oreille sur le site ou autre, il y a tout un process où tu dois être hyper important. On a des valeurs justement de nos cultures qui acceptent ce process et qui le mettent en place. Mais voilà, et donc du coup, c'est nous, bouche à oreille et reco, c'est énorme encore, tu vois.
Donc ça, c'était 100 000 euros. Okay. Et la troisième, c'était 1 1 million. million, oui. 1 million, on l'a fait au bout d'un an. Okay. On l'a fait au bout d'un an, je me souviens. On l'a fêté, on était en off-site à Lisbonne. On était une petite dizaine dans l'équipe. Et j'apprends qu'on passe le million. Je leur avais pas dit parce que c'est encore moi qui gérais tous les chiffres, donc personne d'autre le savait. Et je prépare un resto, on avait pris une salle privée et tout. Et je leur annonce qu'on a fait le million. J'ai des vidéos, mais de dingue. On criait comme les jeux télévisés, le million, le million. Et c'était un moment vraiment marquant de l'histoire. Et ça aussi, autre learning, il faut savoir célébrer. Le million de chiffre d'affaires, c'est facile à célébrer, c'est une grosse news. Mais nous, on est des grands célébrateurs, je sais pas si ça se dit, de tout. Les petites victoires. Nous, on marque des pauses et on dit c'est génial ça, et on le célèbre d'une manière. On a plein de rituels, et je trouve que dans le rush de l'action, le feu, on oublie, on passe à autre chose, ah c'était génial, tac. Mais non, en fait, marquer la pause, célébrer, avoir une sorte de petite fierté, de voir le passé, dire ce qu'on a fait. Moi j'adore regarder en arrière, dire mais t'imagines, on est passé de ça à ça, on a fait ci, c'était juste une idée, mais c'est dingue, et d'être reconnaissant à un moment clé. Et comme ça, ça te permet de te poser et de donner la suite. Donc bref, donc nous on adore célébrer, et donc ce million, écoute, ça a été processé, la machine commerciale. Ça veut dire, ok, on a testé, on fait 200 000 euros, ok, on a de la demande. Ça a été tout de suite de structurer, s'automatiser, les bons outils, comment on démarche, comment on convertit, ok, quelles sont nos marges, quels sont nos catalogues, comment on a beaucoup itéré à ce moment-là, entre 200 000 et 1 million, on a beaucoup itéré, testé des choses, et on a processé, et je te dis, on est passé de 1 à 10 en un an, puis de 10 à 30 en 2 ans, mais de ce 1 à 10, je me souviens comme si c'était hier, on a tout processé. Et on était vraiment, on faisait des nocturnes, on bossait énormément à ce moment-là sur les petits détails, on huile la machine, tu vois. Aujourd'hui, elle est rodée, mais à ce moment-là, hop, et c'est ça avec une énergie d'équipe à 2000%. Il n'y a pas d'autre, c'est l'énergie, tu vois, le télétravail, évidemment, on en parle tous et tout le monde y revient petit à petit. Moi, un des gros vecteurs que j'ai vu, parce que nous, on est repassé de 2 jours à 1 jour autorisé, toléré, la différence d'émulsion collective et de dynamique, de entendre les discussions des autres, être à côté. Tu peux me faire ci, tu peux... ça a tout changé. Nous, on l'a vu même dans les résultats commerciaux. Et à ce moment-là, début de boîte, laisse tomber, on était comme des fous. Donc voilà, process sales, on a processé la machine, continué les efforts de communication, et naturellement, la machine était lancée pour faire 1 million. Ok, donc en fait, là, si on retient quelque chose, c'est plus le process. Structuration. Okay. Et structuré, je me souviens, tu vois, le 8e ou 9e employé, il venait d'une boîte, je crois, 200-300 personnes, il me disait, on était plus structuré. Tout de suite, on ne s'est pas pris au sérieux, mais on a agi comme des grands. Tout de suite, on a dit, ok, structure, cadre, interne, externe, rituel, process, il n'y avait plus rien à l'arrache. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais tac, les détails, les outils, ok, le mindset, et on avance. Et c'est comme ça que tu vas faire 1, parce que si tu le fais pas, je pense que tu peux aller faire 1, mais plafond, terminé. Et c'est comme ça qu'après, en fait, le 2, c'est la suite logique, le 3, le 4, c'est pareil. Donc, je pense qu'après, tu vois, du 1 au 10, c'est la même dynamique après. On a juste continué. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au final, ton premier million, il va te driver toute la suite. Donc c'est dans la team en fait, si tu veux, dans le recrutement après que ça te permet d'aller à 10, 20, exactement. Exactement. À 10, oui. Là, je suis dans la phase où maintenant, comment je fais 20, 30, 50 j'ai pas toutes les réponses, on en parle dans plusieurs années. Mais là, c'est encore un autre game. C'est encore un autre game de structure, de niveau, de sortir de... Justement, là, c'est... Ok, on a toujours fait comme ça. En fait, il faut faire complètement différent et aller voir d'autres horizons et d'autres univers et peut-être d'autres codes. Et donc, comment tu te réinventes sans te dénaturer ? C'est tout la psychologie de l'entrepreneuriat, c'est je dois aller plus loin, plus fort, et donc du coup je dois être différent et m'adapter à d'autres codes. Sans me travestir. Exactement. Comment tu te travestis pas parce que ta force c'est ça. Et donc là c'est un peu schizo parce que nous on est en plein dedans, on va changer de positionnement et parfois je me dis et donc je suis un peu le garant de la marque parce que encore une fois moi je suis un fondateur qui est très enfin moi ça m'intéresse la marque, l'image, etc., la com, et donc du coup je me dis toujours à quel moment c'est la limite. Donc c'est un peu fatigant comme exercice, mais au final on le fait step by step et on y arrive quoi. T'as fait une levée de fonds, t'as des investisseurs ou c'est quoi le... On a fait 2 levées. Ok. Vous avez levé combien ? On a levé avec des business angels la 2e année 1,5 million. Ok. Et on a levé l'année dernière avec un family office 1,5 million aussi. Okay. La première c'était pour accélérer recrutement, marketing, et du coup on a vraiment pu investir sur notre développement. Et la deuxième, c'était plus pour restructurer et réorganiser et avoir... parce qu'on a différents projets où on a besoin d'investissement. Et du coup, pour redonner un peu de cash à investir, même si on n'est pas une boîte à lever de fonds. Et je pense que c'était la dernière. En tout cas, en equity, demain, on pourrait emprunter, etc., en fonction des projets, parce qu'on a une stratégie de racheter pas mal de boîtes et de faire du build-up ces prochaines années. Donc du build-up, c'est de la concentration d'entreprises, en gros. Donc on n'est pas un modèle start-up tech, mais du coup, on l'a fait.
Et ça nous a permis d'avancer vite, de nous restructurer, etc. Donc, voilà un peu Et à partir de quel moment on se dit il faut qu'on lève? Il n'y a pas de Non. vrai ou de. Mais toi, à partir de Non. quel moment tu t'es dit, ok, Moi, c'est quoi? Comment se pose cette question-là? Ouais, moi en tout cas quand je me le suis posé, c'est qu'on était on fire. Donc imagine comme dans un jeu de voiture, t'as les flammes derrière les roues. Ça y est, on est on fire, il y a tous les signaux. Ok. Et je me suis dit, ok, il faut aller plus vite. Faut vraiment passer et la trésor du moment. Et c'est l'année d'ailleurs, l'année 2019, on a fait des projets de dingue. On a fait un événement dans Paris qui s'appelait Kimono Airline. On a réinventé un aéroport dans Paris, donc on a pris une ancienne patinoire sans la glace, on a recréé un aéroport comme c'est le terminal Charles de Gaulle, avec un avion dedans, toute une scénographie, et c'était un événement de marque que peu de startups font. C'est souvent les grandes marques, les boissons qui t'invitent dans ce type de marque. Donc j'ai invité 500 personnes, le gratin parisien de l'écosystème business et influence. Et c'était, pour nous, c'est un budget de dingue. On n'est pas un produit de grande conso, on n'est pas Nespresso qui fait une soirée. Tout le monde pourrait te dire, et on n'avait que 2 ans, donc tu te dis pour qu'ils se prennent. Et au final, on a pris un risque. On a marqué les esprits, on nous en parle encore de cette soirée. Il y a eu un ROI de dingue parce que notoriété, top of mind, bouche à oreille, on casse les codes. C'était aussi tout ce qu'on a voulu faire avec Kimono. Et ça, sans la levée, ça aurait été pas possible. Donc je rajoute ça, plus le lancement de l'Office Design, on a fait une super vidéo, un super tournage. Donc ça nous a permis de prendre des risques et faire des choses au-dessus de nos moyens. Mais pour montrer aussi, voilà de quoi on est capable, voilà notre imaginaire, notre créativité. Oui, on dépense, oui, ça coûte cher, mais c'est ce qui, aujourd'hui... et c'est marrant parce que j'ai un peu un double discours avec moi-même où je me dis, si je recommence une boîte, je ferai pas l'erreur de dépenser autant, mais en même temps, et on dépense plus trop en market depuis 3-4 ans, mais parce qu'en fait, on a une notoriété qui s'est installée et c'est grâce à ça. Donc en fait, c'est prendre de risques et en final dépenser. Alors tu peux faire plein de choses, système D, nous on est les rois là-dessus pour faire les choses très, très stylées, pas chères. Mais parfois, il faut un peu de budget et on a toujours des idées un peu folles et c'est montrer de quoi tu es capable. Et moi, j'avais envie de dire, je veux montrer à même le monde hors B2B, regardez ce qu'on fait en tant que marque Kimono. Et il y avait quelqu'un que j'avais aimé qui m'avait dit, on me demande toujours pourquoi Kimono, ils sont au-dessus des autres par rapport à mes concurrents et pourquoi ils sont un peu meilleurs dans cet univers, sans être les meilleurs en chiffre d'affaires. Il me dit, il me dit, ils ont fait ce que personne ne fait, ils ont créé une marque. Ils ont installé une marque. Et ça, la marque, c'est pas une publicité dans le métro, c'est 1 millier de petites actions. Moi, j'aime bien dire, c'est les petites pierres qui font les grandes montagnes. Et on a posé tellement de pierres, dont certaines un peu plus grosses parce que budget et prise de risque, qui a fait qu'on s'est installé dans notre notoriété. Et du coup, ça, c'est notre plus gros succès. Et du coup, c'est génial, quoi. D'ailleurs, à propos de marque, pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui a fait la marque Kimono aujourd'hui? Tu vois ce que tu dis, c'est une succession de petites pierres. Ouais. Ou alors, si tu avais 3 actions, tu me dis, OK, on a fait ça, ça a build ça, on a avancé, on a fait ça ensuite et ça serait quoi pour toi? Je dirais quand même la première, notre lancement, avec la landing page et les entrepreneurs et de montrer qu'on a les meilleurs. Ça, c'est très, très fort. Tout de suite, on a été positionné. Boum, ok, Kimono a habillé les meilleures startups. Terminé. C'est la première étape. Deuxième étape, 1 an après, on a fait une vidéo. Pareil, donc ça, c'est cette vidéo, je me dis, mais le budget, on est des fous. Parce qu'en plus, dis-toi que moi, les 3 premières années, je suis en mode croissance extrême. Je sais pas combien je vais faire le mois prochain, mais on investit. Est-ce qu'on va pouvoir payer ça? J'en sais rien. Heureusement, comme on se donnait à fond et qu'on était sur une très bonne trend, on doublait chaque mois, on arrivait à faire beaucoup de croissance, donc on était confiant. Donc il y a aussi, tu vois, cette insouciance entrepreneuriale et j'espère la retrouver parce que plus tu grandis, plus ça se maturité, tu deviens un peu protectionniste, et sécurité, attends, il nous faut 6 mois de trésorerie en avance. Et là, à ce moment-là, mais roue libre, quoi, tout pouvait s'écrouler demain. Mais c'est ce qui a fait qu'on a eu cette... Et tu sais, quand t'es face au mur, en général, tu réussis, parce que t'as pas le choix. Et donc du coup, on fait à ce moment-là une vidéo, qui était une vidéo de marque, encore une fois, ça s'appelait Color, avec un K. Et en gros, je voulais dire que Kimono, nous, notre vision, c'est d'habiller les entrepreneurs. Et donc, on a sorti une pub où, en fait, on a créé un personnage. Donc, imagine, on est dans un monde en noir et blanc. Et tu as une personne, un entrepreneur dans cette vidéo, qui invente la couleur. Donc, en fait, on a créé même une industrie, ça s'appelait la Vision Tech. Tu vois, on parle toujours de Food Tech, HR Tech, la Vision Tech. Et cette personne, elle a une idée, elle est visionnaire, et elle invente la couleur dans ce monde en noir et blanc. Donc ça s'appelle Color, K-O-L-O-R, Kimono, vous pouvez la trouver sur YouTube. Et on l'a tourné avec un script, un scénar, c'est presque un mini court-métrage. Et en gros, à la fin, elle a une success story de malade, la vidéo se met en couleur, et tout le monde se dit, mais c'est dingue. Et du coup, et donc, du coup, à la fin, c'est We Dress Visionaries, donc on habille les visionnaires. Et en gros, c'est pour dire, toi, tu peux être ce visionnaire de demain, donc on veut t'accompagner. Et l'OP qui a été exceptionnel autour de ça, et j'en suis fier, c'est que j'ai pris les 5 entrepreneurs du moment, je les ai fait participer, c'est de l'influence avant l'influence, puisqu'ils me l'ont tous fait gracieusement. En gros, je leur ai offert un produit Color, donc j'ai designé une collection Color, des pulls, des t-shirts, des polos, des vestes, tous quelque chose de différent. Je leur ai dit,
3 semaines avant le lancement de la vidéo, je vais vous envoyer un produit, vous devez vous prendre en photo avec et dire waouh, il y a une startup de dingue, je viens d'avoir le vêtement en avant-première. Inscrivez-vous sur la landing page, et c'était www.color.co. Et sur la landing, il y avait un truc, il y avait une vidéo hyper visionnaire des planètes avec juste écrit Be ready pour la, comment on appelle ça, la keynote de launch à Apple. Et donc, du coup, il y avait juste ça. Et donc, pendant 3 semaines, 50 entrepreneurs du moment, mais vraiment les plus grands noms, ont posté sur leur LinkedIn, leur Facebook et encore à l'époque, leur Instagram. J'ai reçu ça. Donc, en gros, pendant 3 semaines, tout le monde en a parlé. Et nous, on n'a pas dit que c'était nous derrière. Hein. Même moi, j'ai joué le jeu en mode j'ai reçu Color. Donc en fait, tout le monde dit mais c'est quoi Color? Les fonds d'investissement commencent à se dire. Moi, j'ai reçu des screenshots trop drôles où des fonds d'investissement se disent attends, c'est quoi Color? T'as une entrée pour investir potentiellement. Donc on a inventé une fausse boîte. Les entrepreneurs étaient là en confidence en disant il y a une fausse startup qui existe. Et moi, j'ai joué le jeu en mode j'ai reçu ça, etc. 3 semaines passent. Il y avait un compte à rebours. Le jour, le reveal, la keynote, c'est la vidéo. C'est montrer que c'est une OP de com Kimono et c'est Kimono derrière. Et on fait le reveal à tout le monde. Et là, énorme buzz. Les gens disent en mode truc de fou, on y a cru. Ça a vraiment fait parler dans l'écosystème startup. Donc c'est un microcosme, on est d'accord. Hein, je parle pas d'un mouvement en français, mais dans l'écosystème, tout le monde en parlait. Donc là, deuxième cran, qui là, on nous ont dit ok, c'est des fous. Ils sont bons, ils ont fait un truc de malade. Et ça, moi, j'ai travaillé 1 mois dessus. Mais c'était ma passion. J'ai adoré. Au-delà de, le business, c'est presque à côté. J'ai tellement kiffé. Et en plus, là, en ce moment, dans l'actu, on a des projets comme ça où je me remets dans les OP de com. Donc, je dirais c'est le deuxième. Et le troisième, Kimono Airline, hein, c'était aussi un énorme moment, quoi. L'événement, en fait. L'événement, et pour changer aussi, pour pas redire ça. Donc, moi, j'ai très rapidement mis en avant les équipes. Parler de notre culture. Donc, on a montré nos coulisses, nos backstage, que ce soit en story, en vidéo, en post. On a rapidement montré les coulisses de notre culture. Et ça a plu énormément en termes de marque employeur, mais du coup, ça implique la marque. Du coup, ça a aidé les deux volets. Ah, ok, Kimono, en termes de marque, ils font des trucs cool, ils sont différents et les produits sont sympas. Et en plus, l'autre volet, c'est l'équipe a l'air dingue, on a envie de bosser chez nous, on s'amuse, on est créatif et ça a l'air dingue. Donc en gros, avoir montré nos coulisses, ça, on a joué beaucoup les 3-4 premières années on a tout montré, on expliquait nos rituels, etc. Et ça a joué sur la marque. Et t'as fait quoi comme étude? J'ai fait école de commerce, une école plutôt classique, qui s'appelait l'ESCE, qui s'appelle l'ESCE, qui est une école post-bac en 5 ans, avec pas mal tourné sur l'étranger. J'ai fait 2 Erasmus, un aux Pays-Bas et un à Boston. Et spécialité entrepreneuriat. Okay. C'était dans le viseur. T'as appris quoi sur les gens ou dans ton métier que jamais tu l'aurais appris, je pense, que si t'étais salarié? En tant que, tu dis, entrepreneur, dirigeant. En tant qu'entrepreneur, dirigeant. Qu'est-ce que j'ai appris sur les gens? C'est le pire produit au monde. Qu'on est tellement compliqué. C'est clair, ouais. C'est que, en même temps, je vais dire les deux, c'est que ce que j'ai appris, c'est que quand je reviens à pareil, la question initiale sur le bonheur, moi j'ai compris que les moments, c'était avec les autres, qu'on est des animaux sociaux et que vivre des aventures humaines et partager les choses avec des gens, c'est exceptionnel. Créer des souvenirs, créer des moments, vivre des moments humains, c'est ce que j'ai appris, que la connexion et le partage avec les autres, c'est une source de bonheur, en tout cas pour moi, mais c'est un partage de malade et il n'y a rien d'autre à avoir dans la vie. Tu vois. Ça sert à rien de chase ou de courir après quelque chose, après chacun ses objectifs, mais voilà, c'est faire vivre des moments avec ces personnes. Donc, vraiment, les humains, en tout cas, moi, les équipes que j'ai eues et que j'ai sont incroyables et tu vois, j'ai encore des personnes qui sont là depuis le début, qui ont 6-7 ans d'ancienneté. Okay. On a très peu de turnover et après, il y a un turnover naturel, évidemment, mais ouais, et ce qui les drive, ce qu'ils me disent, tu vois, ils me disent, ouais, moi, je vais pas bosser lundi, je vais retrouver une team avec qui on s'éclate, on bosse, on se challenge et on apprend, et que surtout, on apprend beaucoup des autres. Donc, moi, je me suis rendu compte que ton entourage te sert de moteur. Et pareil, l'ego peut souvent dire ouais, moi, je. En fait, c'est par les autres et on apprend de tout le monde. Et moi, je me mets toujours de manière la plus humble. C'est, tu vois, même quand on est un stagiaire très jeune qui a 21, 22, 23, je vais être très curieux et je sais qu'il a quelque chose à m'apprendre dans sa vision de voir les choses. Donc, je dirais que ça, ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris dans l'autre sens aussi, c'est que clairement, la plupart des échecs des entreprises, c'est à cause des hommes, des humains, hommes avec un grand H, que les humains, c'est tellement dur à gérer. Ouais. C'est tellement de pinaillage, d'ego, de personnalité, comment tu mets ça en musique. Et du coup, j'ai arrêté de me dire, moi, je veux une boîte avec des milliers de personnes. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, moi, je mets tellement d'amour dans ce que je fais. Et quand il y a des gens qui la gâchent et qu'ils te font des trahisons, parce que j'ai eu 2-3 trahisons assez fortes et je suis content de les avoir vécues, parce que du coup, ça te permet aussi de mettre des filtres et de comprendre qu'en fait, tout le monde peut se retourner avec ses intérêts personnels, toujours. Et ça m'a montré que voilà, il faut jouer avec ce calcul humain, qu'il n'y a aucune solution, on essaye de faire les choses, mais c'est un bordel sans nom, et il faut réussir avec. Donc l'apprentissage que ta boîte est liée à tes humains,
ton environnement et ton bien-être est lié à tes humains que tu côtoies et pas juste toi et toi-même. Et donc, ce qui fait que il faut s'entourer au max, au mieux, et que dans mes futurs projets, mes nouveaux projets, j'ai besoin, tout de suite, j'essaye de m'entourer vraiment de personnes qui, moi, me conviennent à tous les niveaux, qui soient moins forts ou qui aient des inconvénients ailleurs, mais un apaisement, une sérénité. Aujourd'hui, tu as bien des entreprises. Comment tu t'assures que l'âme de cette entreprise, en fait, elle est cohérente avec ce qu'elle porte? C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, on se la pose tout le temps. Bah écoute, nous, on écoute des briefs, on écoute des besoins, on écoute des problématiques. On essaye évidemment de recommander. Alors parfois, il y a des boîtes qui veulent exactement ça et ça leur correspond pas du tout. C'est ce qu'ils veulent, on agit. Ouais. Évidemment, on donne un maximum de conseils, on recommande, on essaye d'adapter et de leur faire quelque chose vraiment de cohérent en prenant en compte toutes les logiques budget, timing, besoin. Et donc, du coup, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous, on va donner le max d'infos. Maintenant, c'est eux qui sont garants de est-ce que c'est cohérent avec eux ou pas, est-ce qu'ils vont le respecter, ce qu'on a dit. Et malheureusement, on n'a pas le contrôle là-dessus. Par contre, on essaye, nous, à notre niveau de la chaîne, de le faire au mieux. Tu vois, souvent, il y a des boîtes qui me disent ouais, tu vois, nous, on veut un truc qui sort de l'ordinaire, on veut pas le sweat comme tout le monde, pas le polo, on veut un truc vraiment. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils me disent ça. Parce que parfois, en fait, c'est des boîtes standards. Et donc, on va pas commencer à leur mettre un bomber, en mode ouais, on est des rebelles, parce que ça leur ira pas. Je dis pourquoi? C'est ce que tu veux différencier, mais tu sais que tu peux te différencier non pas parce qu'il n'y a pas non plus 1000 produits, mais par le design, par la couleur. Moi, j'ai vu des produits où un sweat lambda, tu mets le logo devant ou au niveau du cœur, il est bidon, mais tu changes parce que c'est un autre mot. Le design, exemple, je peux prendre l'exemple de Back Market, qui sont très bons en com, en marque et en storytelling. Ils auraient pu écrire, on a fait un super sweat col rond Back Market. Bon, bah, ok, c'est le sweat de ta boîte, sympa. Et eux, ils ont mis une punchline qui s'appelle, eux, tu sais, c'est du reconditionné, et c'était fuck new. Fuck new. Et donc, fuck new, en gros, en broderie bouclette, en bicolore. Et tu vois, on a refait design, et tout de suite, l'impact du design. Et tout de suite, le sweat, on l'oublie. Et t'es pas un sweat comme les autres. Il y a écrit fuck new. Alors, c'est leur délire, c'est leur DA, c'est leur direction artistique, etc. Mais voilà, donc c'est un des exemples que je vois. Donc, nous, on les guide, on les conseille, et on leur explique que c'est pas juste le produit, c'est tout un travail derrière, et quel com tu vas faire derrière. Donc, écoute, on essaye. Maintenant, on n'a pas le contrôle sur tous nos clients, quoi. Et en termes de créativité, des fois, tu es en baisse de créativité. Enfin, vous êtes en baisse de créativité. Comment tu te renouvelles et tu te dis, ok, celui qui me challenge, non, ça, je veux pas. Tu vois, comment je te dis ça parce que moi, j'avais une marque de vêtements. Et le plus challenging, c'était la créativité. Ouais, c'est clair. Bah, c'est dur. Hein. T'as des hauts et des bas. Il faut savoir quand t'es en haut, il faut savoir quand t'es en bas. Et ensuite, ça revient à la curiosité, c'est faire des veilles, que la science infuse, tu ne l'as pas toujours, et que parfois, il faut regarder ce que font les autres, ce que font d'autres cultures, d'autres pays, d'autres personnes. Et souvent, tu vois, je sais plus quel entrepreneur, un gros dirigeant d'une marque de vêtements hyper connue, je sais plus le nom, il disait que lui, il s'inspire pas de son secteur, il va s'inspirer d'un truc aucun rapport. Et il y a une bonne idée qu'il va essayer de répliquer chez lui. Et moi, j'aime bien aussi, et on aime bien regarder les trucs improbables. Donc, on a des channels, on a des canaux de discussion sur Slack, lié à justement la créativité et l'inspiration de ce qu'on voit. Ah, regardez, j'ai vu ça. On ne sait pas ce que ça veut devenir. On plante des graines. On plante des graines. Ah, regardez. Et on suit aussi, si on parle vêtements, parce qu'on ne fait pas que ça, mais même sur l'aménagement d'intérieur, regardez les trends. Ah, c'est marrant, vous avez vu ce nouvel hôtel qui vient d'ouvrir? Ils ont pensé ça. Alors, nous, on ne crée pas des hôtels, mais d'un point de vue design, il y a une inspi. Ah, vous avez vu, là, en ce moment, dans la mode, tout est hyper loose. On est sur des baggy. Il y a une new generation là-dessus. Donc, nos collections doivent s'adapter. Comment tu l'adaptes au B2B? Donc, voilà, on s'inspire en permanence. Il faut accepter que parfois, tu as les meilleures idées. Parfois, tu sais pas toi-même. Et aussi, il faut laisser le temps au temps. Parfois, tu n'as pas la réponse et on verra. C'est Mercedes Serra de BETC qui disait que... c'est excellent. On la connaît bien et fan absolu de son mindset. En fait, elle disait que elle, quand en fait, toutes les campagnes qu'elle faisait, elle allait chercher dans des industries différentes pour pouvoir le faire. Donc quand ils ont lancé la campagne d'Evian, en fait, ils sont partis chercher dans un univers qui avait rien à voir avec ça. Et quand ils vont lancer une campagne de mode, ils vont rechercher dans l'agroalimentaire. Exactement. Et ils reprennent des codes. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est une manière de s'inspirer pour rester toujours au top. Ce qu'a fait BETC est franchement boîte incroyable et entrepreneuse de génie. Et hyper, tu vois, nous, on s'est déjà parlé pas mal de fois sur les sujets culture, justement. Elle est à fond là-dessus. C'est une agence de com qui a vraiment compris ça sur les humains. Et t'as raison, c'est prendre des codes ailleurs. Et donc, il faut s'inspirer, créer. Et quand t'es en bas de la créativité, inspire-toi. Et un jour, ça viendra. Sans se dire, il faut que ça vienne avant lundi. Il faut laisser le temps au temps. C'est important d'accepter parfois que t'es pas le meilleur. Mais justement, tu as des moments toi, où tu te dis, écoute, là, je dois rendre ce... Enfin, pas toi, quand on parle de toi, c'est Kimono. On doit rendre ce... On a cette deadline et... non, ça nous plaît pas, en fait. La créativité, c'est pas là, on avance, tu vois. On avance, on le fait, on repousse un peu la chose. Ouais, ça nous est arrivé. Alors après, on essaie quand même de réussir à gérer le timing. Mais oui, sur des OP que nous, on maîtrise en termes de timing, on a dit, on le sort là. Mais en même temps, on était en mode, ah non, en fait, on va pas réussir, on n'est pas bon, on l'a pas, on décale, on repousse. Ça nous arrive plein de fois. Si tu savais le nombre de projets
qu'on repousse. Ça aussi, pareil, tu vois, je t'ai parlé des projets cool qu'on a réussi, mais il y a une Ouais, boîte à je m'en doute, idées ouais. avec 1000, et il y en a plein, un qui n'ont pas marché, Ouais. 2 qu'on n'a jamais su faire, ou 3 qu'on a repoussé. Parce que, donc voilà, il faut un tas de, tu vois, on dit toujours, pareil, avant de trouver la bonne idée, il en faut plein. Bah, c'est un peu pareil pour la créativité, quoi. Il faut tester plein de trucs. On a testé des trucs qui n'ont pas marché, dont j'étais pas fier, des trucs où, waouh, ça cartonne et c'était trop fier. Donc faut tester, avoir une boîte à idées et un jour, bah, c'est le bon timing. Il y a une idée, tu vois, moi j'avais une idée il y a 4 ans, je voulais absolument la faire, donc j'avais missionné un peu des équipes, on a bossé dessus quelques semaines, et en fait on l'a jamais fait, je sais plus pourquoi. Et là je vais la ressortir là. Ok. Et donc là j'ai ressorti mon idée, je me suis dit, ah putain, ça c'est toujours d'actu, et on va la sortir pour nos 8 ans. Ok. C'est pas un événement, c'est une vidéo, c'est une pub, plus un mouvement, et en gros on va expliquer avec des punchlines et une vidéo, je dis pas ce que c'est, et pour expliquer en 8 ans ce qu'on a fait, et bon anniversaire à nous, quoi. Pour ça, il faut suivre Kimono. Voilà, On va voir ce qui va sur se les passer. réseaux. Ça sera quand dans 8 ans? Enfin, ça sera le, Le 8 ans est passé, c'est c'était en avril. Ok. Enfin là on est en avril, mais c'était début avril. Et la vidéo on va la tourner en juin, donc je pense juillet. Ok. Si vous suivez bien, vous allez voir. Il y a vidéo juillet dans aussi, Bonheur de ouais. Découvert. Exact. C'est quoi l'actualité de Kimono? Moi, je L'actualité, triche un peu, je la connais, mais. t'en connais une? Ouais, T'en ok. veux 2 ou une? Allez, donne-moi en deux. Deux. La première, et pas des moindres, pour tous ceux qui connaissent le jeu du loup-garou qui joue en famille ou entre copains et qui ont vu la série sur Canal+ avec Fari et Panayotis, on va lancer avec eux, donc le village de la série, on va lancer avec eux, on va exploiter le village pour proposer à toutes les entreprises qui veulent un team building pour jouer au jeu du loup-garou dans les vraies conditions de l'émission, du plateau, de la série, au vrai village, donc faire leur meilleure partie ever de leur vie du loup-garou. Et donc on va la proposer, là on la sort semaine prochaine, donc courant avril. Ça va être pour cet été de juin à septembre, et on le refera l'année prochaine. Et donc du coup, bah, on va, c'est une association avec Canal+, avec Fari et Panayotis. On a matché parfaitement sur comment on peut faire vivre une expérience incroyable de tous les fans de ce jeu qui sont quand même beaucoup de gens. C'est pour info le meilleur jeu, c'est le jeu le plus vendu au monde, le jeu de cartes, même si on sait que tu peux jouer sans les cartes. Et tout le monde connaît ce jeu, toute génération confondue. Et en termes de team building, en termes de cohésion, pour connaître des équipes, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est parfait. Et donc du coup, bah, on s'associe, on communique ensemble, et du coup on va vendre et exploiter le bien. Donc pour nous c'est un rêve. Moi je suis un grand joueur de ce jeu, donc là c'est un énorme kiff. Ouais, en Et, parlant en off, t'étais excité par voilà. le jeu. Enfin, c'est incroyable comme projet. C'est dingue, c'est dingue. Donc si vous n'avez pas vu la série, foncez vraiment, elle est trop sympa. Elle est sur Canal+, et on va. Donc là, ça va nous faire une super com. Ça montre encore qu'on fait des choses différentes. Ça rentre dans notre BU événementiel, organiser des événements internes et proposer des expériences inédites, parce que là, on a l'exclusivité et c'est inédit. Ça n'est jamais arrivé dans le monde. En termes d'expérience team building, ça va être fou. Donc je sais pas toutes les opportunités qui vont arriver derrière, mais ça c'est une très grosse news pour nous. C'est dingue. Et on est comme des dingues. Ça nous fait aussi connaître un milieu qu'on connaît pas, celui du cinéma, de la télé, des prods, des jeux, des émissions, et comment tu rallies avec le monde de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ponts là-dessus. Donc du coup, bah, ça c'est la première annonce, et pas des moindres. Et la deuxième, c'est on lance une nouvelle verticale, donc une 5e. Donc je t'ai parlé de 4, on lance une 5e, Ok. qui moi me botte depuis les débuts de Kimono. Donc ça fait 8 ans que je l'ai en tête. Ça y est, ça sort. Et c'est sur le sujet de l'hospitality B2B. Donc de réinventer les lieux de séminaire. Donc je sais pas si tu connais Château Forme, qui est le grand leader de cette industrie. C'est vraiment le numéro 1. Et nous, l'idée, comme on connaît, on sait organiser des événements, on connaît tous les lieux en France et en Europe, en tout cas une grande partie. On organise déjà des soft-sites chez les autres. On a vu tous les problèmes qu'il y a et toutes les demandes des clients. Et l'idée, c'est de prendre ça et de créer le produit parfait avec un nouveau lieu et une nouvelle marque qui va sortir au mois de juin. Donc, tu vois, ça arrive très bientôt. Et la première maison, on l'a achetée. Donc c'est des domaines, c'est des maisons en pleine nature. L'idée, c'est d'être à 1h30, 2h des grandes villes. Donc les premières seront à côté de Paris. Et on a acheté la première il y a 1 an et demi. Elle est en travaux et elle sort en septembre. Donc ça va être un très très gros projet, une très grosse annonce. Moi personnellement, ça réunit toutes mes passions, le design, l'hospitality, réunir des gens, la communauté, l'événementiel, créer des expériences. Je te disais, partager des moments avec les équipes, profiter de la vie. En fait, je trouve que dans une maison, dans un lieu, c'est le Graal en fait. Et pour nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la vision de la culture d'entreprise. Ça veut dire qu'on a commencé par t'habiller et maintenant on va te donner le cadre pour vivre des moments de dingue pour ta culture. Et voilà, et donc du coup on arrive avec un super positionnement, une super marque, on connaît ce marché par cœur, on a les clients, et l'idée c'est d'être les Château Forme de demain. No offense, on les adore, et on bosse avec eux, mais demain, voilà, l'idée c'est avoir 30, 40 biens d'ici les 10 prochaines années, donc ça va être une énorme BU qui vient nourrir tout ça. Donc ça, grosse annonce en juin. Ok. Voilà les 2 gros projets où là je suis à fond là. Mais le deuxième, je savais pas, bravo. Écoute, exceptionnel. Ouais, c'est gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Et on peut me retrouver LinkedIn, Olivier Ramel, Instagram, Olivier Ramel. Principalement, c'est 2 réseaux où je suis actif. Ok. Sur un terrain de paddle aussi. C'est vrai, tu Je joues joue beaucoup, ouais. beaucoup à fond partout, donc on peut me croiser dans des clubs. Ok, lequel où tu vas le plus régulièrement Marne la Coquette à Garches, Fort Paddle à la Courneuve, Casa Paddle à Saint-Denis. Ouais, c'est les partout, 3 quoi. gros. Ouais, Ouais, partout, ok. mais c'est les 3 gros où je vais. Tu me recommanderais qui pour le prochain épisode à interviewer? Bonne question. J'aimerais bien te recommander quelqu'un qu'on voit moins, plus rarement et qui apporte beaucoup de valeur. Mais c'est un copain et un super entrepreneur que j'adore, qui s'appelle Louis Marty, Ok. de Merci Andy. Ok. Tu sais, les gels pour les mains. Ouais. Donc ouais, franchement, marque comme storytelling, masterclass, Ok. super aventure, super... donc génial. Donc ouais, Louis Marty. Et une personne du coup moins visible parce que il est assez connu dans l'écosystème. Mhm. Un Thibaut Elzière, ce serait cool. Bon, il est Thibaut tout aussi visible, mais c'est lui qui a monté eFounders. Ok, Qui tu s'appelle comment? Thibaut Elzière, Ok. qui est moi un entrepreneur que j'admire aussi, qui lance énormément de projets et dont je me retrouve pas mal dans sa vision de vivre les projets, de faire des choses. J'aime bien sa diversité de projets et on se connaît un peu, on a bossé sur j'aime bien son niveau de qualité entrepreneuriale. Pareil, il y a des histoires de malade. Il a créé plein de licornes françaises, donc Ok. c'est un très très gros profil. Ok. Si c'était à refaire, entrepreneur ou salarié? Entrepreneur, 100 fois. Multinational ou petit business familial? C'est dur. J'ai envie de dire multinational parce que je l'aurais bien vécu. Petite entreprise familiale, avec tout ce que je t'ai dit, ouais. Enfant ou pas d'enfant? Enfant, Produit ou service? service, Publicité ou réseaux sociaux? publicité. Publicité? J'adore la pub. Ok. Même les pubs d'il y a 50 ans, je les adore. La pub, Tout seul ou avec des associés? avec des associés. Levée de fonds ou à fonds propres? Fonds propres. 3 gros clients ou 1000 petits clients? 1000 petits, pour éviter la dépendance, clairement. Contrôler ou déléguer? Délégué. Réussir et pas de famille? Ou ne pas réussir et grande famille? Ne pas réussir et grande famille. Ok. Sans hésiter. Intéressant. Licorne ou équilibre pro-perso? C'est la suite logique, équilibre pro-perso, pareil. Même si licorne, on peut. On peut avoir, je suis sûr qu'on peut avoir une licorne et avoir un équilibre pro-perso. C'est encore une fois qu'une question d'attitude et d'échelle, mais je pense que tu peux t'organiser à tous les niveaux. Mais moi, équilibre pro-perso, ouais. Leader dans une niche ou acteur lambda dans un marché de masse? Leader dans une niche. D'ailleurs, ça a été notre stratégie. Sur les points dont tu me parlais, sur qu'est-ce qu'a fait la marque, on s'est justement dit au début, on va conquérir le marché des startups. On va être le leader de cette niche qui va nous donner une légitimité pour aller attirer les grands et aller chercher d'autres secteurs. Donc, leader sur une niche, fois 100, enfin 100 fois, et on verra. Et après, ça te donne une légitimité, une aura pour faire autre chose après. Donc, clairement. Raconter ton histoire ou plutôt travailler ton image? C'est la même chose, non Alors, j'ai pour habitude de dire qu'avant de travailler ton image, il faut que tu racontes ton histoire. Ouais, j'aurais dit raconter ton histoire, mais moi, la vision que j'ai, c'est que travailler ton image, c'est raconter ton histoire. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire, que si tu travailles ton image, évidemment, elle doit sortir de ton histoire. Moi, je verrais que ton image, en fait, c'est la manière dont tu racontes ton histoire, Ouais. et donc, du coup, tu as tes livrables. Mais donc, du coup, ouais, raconter ton histoire, ouais. Ouais. Ok. C'était super. Écoute, merci beaucoup pour cette. Merci à toi, j'ai adoré. Ouais, Un très bel échange et Pareil. c'est cool tu vois, d'échanger. Et tu vois, je te disais sur l'apprentissage, tu vois, par exemple, un podcast, on dit toujours, évidemment, ça sert aux personnes qui nous écoutent. Toi, évidemment, c'est un produit de médias et tu partages du contenu. Et nous, on pense que nous, les invités, on raconte notre vie et basta. Mais en fait, c'est des questions qu'on ne pose jamais. Ouais. Et du coup, moi, j'adore cet exercice parce que tu me permets tu vois, c'est quoi mes 3 coups qui ont réussi à faire ma marque, tu vois. Et du coup, j'adore parce que j'apprends. Et tu vois, quand tu es dans Ok. cette attitude, moi, je me dis, chaque exercice, j'y vais, ok, c'est un devoir, entre guillemets, de représentation, etc. et de passer un bon moment. Ouais. Mais j'apprends aussi. Et donc, je suis dans la culture de tout ce que je fais, on est là pour apprendre. Et donc, du coup, tu perds jamais ton temps. Ah, mais c'est clair. Donc, Écoute, merci. merci à toi. Ah non, mais franchement, merci parce que moi, j'ai énormément appris. Alors, je dis que je suis égoïste. Je le fais, bien sûr. Il faut. C'est un média, ça C'est permet pour toi, de créer du contenu et d'apporter de la valeur, mais je le fais aussi sur moi pour apprendre beaucoup de choses. Tu vois, C'est une donc, très bonne chose. c'est l'occasion pour moi d'apprendre, de faire bénéficier à l'audience de Slam. En tout cas, Win-win. ouais, exactement, win-win. C'était top. Si je devais retenir quelque chose aujourd'hui, ce serait plutôt audace, réseau et ne pas avoir peur en fait d'y aller. Olivier Ramel, il n'a pas eu peur, il y est allé, il a été chercher, brûler les cases. Et c'est ce que tu devais retenir en tout cas dans ce podcast. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi c'est ce que j'ai retenu. Et surtout les coups qui ont été faits, c'est juste exceptionnel. Pour moi, je le prends comme une masterclass, mais vraiment. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as apprécié. Et si tu veux suivre, donc du coup c'est Olivier Ramel sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas de suivre aussi le podcast Deviens Visible. Chapeau à toi, merci.